Je ne suis pas une enfant, Clara. Arrête de me traiter comme si j'avais 12 ans. La voix de Vanessa était stridente, comme une sirène. Elle se tenait au milieu de ma cuisine, le visage déformé par une haine pure. Elle brandissait un saladier en céramique bleue, mon saladier comme une arme. Vanessa, s'il te plaît, dis-je en essayant de garder mon calme, malgré mon cœur qui battait la chamade. Je n'ai pas dit que tu étais une enfant. Je t'ai juste demandé de ne plus chambouler le garde-manger. J'ai une méthode. Je l'utilise depuis 20 ans. Cette méthode est stupide, hurla-t-elle en claquant le saladier sur l'îlot central. Le bruit de la céramique heurtant la pierre résonna dans toute la maison. Tu as des boîtes de soupe à côté de la levure chimique. Tu as des pâtes sur la mauvaise étagère. Ça n'a aucun sens. J'essayais de t'aider, vieille ingrate. Je pris une profonde inspiration. L'air dans la cuisine était étouffant, presque irrespirable. C'est chez moi, Vanessa. Quand tu auras ta propre cuisine, tu pourras l'aménager comme tu le souhaites. Mais tant que tu es invité, tu dois respecter mes habitudes. C'était une erreur. J'ai immédiatement vu le changement dans ses yeux. Un éclair sombre et menaçant. Elle s'est approchée, envahissant mon espace personnel. Je sentais l'odeur de café rassis dans son haleine. Des invités? A-t-elle ri d'un rire dur et désagréable. C'est ça qu'on est? Des invités? Ça fait 6 mois qu'on est là, Clara. On est de la famille. Mais tu ne sais pas ce que ce mot veut dire, n'est-ce pas? Tu crois que la famille, ce sont juste des gens qu'on peut commander. Ce n'est pas juste, ai-je murmuré. Oh, si, c'est juste, a-t-elle ricané. Elle s'est penchée encore plus près, son nez frôlant presque le mien. Tu veux savoir la vérité? Pas étonnant que ton mari soit mort. Il a probablement laissé son cœur s'arrêter pour échapper à tes reproches. Il a probablement accueilli la mort à bras ouverts pour retrouver la paix et la tranquillité. Un silence de mort s'installa dans la pièce. Seul le bourdonnement du réfrigérateur venait troubler le silence. Mon mari, Robert, était l'amour de ma vie. Il est mort il y a 5 ans d'une crise cardiaque soudaine, ici même. Il s'est effondré près du fourneau alors qu'il préparait du thé. Sa disparition a été une blessure qui ne s'est jamais complètement refermée. Entendre cette femme, celle que j'avais nourrie, logée et soutenue alors qu'elle n'avait nulle part où aller utiliser sa mort comme une arme contre moi, c'était plus que cruel. C'était diabolique. Je la fixais, incapable de prononcer un mot. Les larmes me piquaient les yeux, mais je refusais de les laisser couler. Je ne lui donnerais pas cette satisfaction. Vous n'en avez pas le droit, parvins-je à dire d'une voix tremblante. Ne parlez pas de Robert. Je parlerai de ce que je veux, hurla Vanessa. Tu te crois si parfaite? Tu n'es qu'une pauvre âme solitaire et maniaque du contrôle, accrochée à tes petits bocaux et à tes petites règles parce qu'il ne te reste plus rien d'autre. Et puis, elle l'a fait. Elle a reculé la tête, a rassemblé sa salive dans sa bouche et m'a craché au visage. Tout s'est passé au ralenti. J'ai senti le jet chaud et humide me frapper la joue et le coin de la bouche. Il a coulé le long de mon menton, atterrissant sur le col de mon chemisier. Je me suis figée. Mon corps tout entier s'est raidi. J'étais sous le choc. En 62 ans, je n'avais jamais été traitée avec un tel manque de respect. Ni par une inconnue, ni par ma famille. Je ne me suis pas essuyée tout de suite. Je suis restée là, immobile, l'humiliation me brûlant la peau comme de l'acide. J'ai lentement tourné la tête vers la porte du salon. Mon fils, Jason, était là. Il était là depuis le début. Il avait entendu les cris. Il l'avait entendu insulter son père décédé. Et il avait vu sa femme cracher au visage de sa mère. Nos regards se croisèrent. J'attendis. J'attendais qu'il se précipite. J'attendais qu'il lui saisisse le bras et lui ordonne de partir. J'attendais qu'il me défende, qu'il laisse transparaître ne serait-ce qu'une once de la colère qui m'habitait. Jason se balança d'un pied sur l'autre. Il regarda sa femme, qui haletait légèrement, la poitrine soulevée par la rage. Puis il me regarda. Il haussa les épaules. Franchement, maman, dit Jason d'une voix monocorde et blasée. Tu l'as vraiment malmené ces derniers temps. Tu l'as un peu cherché. Le monde s'arrêta de tourner. Si les mots de Vanessa avaient été une gifle, ceux de Jason étaient un coup de poignard en plein cœur.
Mon propre fils. Le petit garçon que j'avais soigné pendant ses fièvres, l'adolescent que j'avais aidé à faire ses devoirs, l'homme que j'avais sorti d'affaires financièrement un nombre incalculable de fois. Il était là, debout, à regarder sa mère se faire humilier, et il me disait que je l'avais bien mérité. Quelque chose en moi s'est brisé. Mais ce n'était pas une rupture qui m'a affaibli. C'était une rupture qui a rompu un lien. La corde qui me retenait à mon devoir de mère, la corde qui me faisait tolérer leur paresse et leur impolitesse, elle a tout simplement rompu. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas protesté. J'ai attrapé le rouleau d'essuie-tout sur le support. J'en ai arraché une feuille d'un geste calme et précis. Je me suis essuyé le visage, j'ai plié l'essuie-tout et je me suis essuyé à nouveau. J'ai jeté le papier sale à la poubelle. Puis, sans leur adresser un seul mot, je me suis retournée et je suis sortie de la cuisine. « Ouais, va-t'en !» a crié Vanessa derrière moi. « Va te cacher dans ta chambre comme d'habitude. » Je suis passée devant Jason dans l'embrasure de la porte. Je ne l'ai pas regardé. J'ai fait comme s'il n'existait pas. J'ai monté les escaliers, ma main glissant le long de la rampe en bois que Robert avait poncée et teintée lui-même 20 ans auparavant. J'ai traversé le couloir jusqu'à ma chambre, je suis entrée et j'ai refermé doucement la porte. J'ai verrouillé. Clic. Je me suis assise sur le bord de mon lit. Le silence régnait dans la pièce. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux, projetant de longs rayons de lumière poussiéreuse sur le tapis. J'ai contemplé la photo encadrée de Robert sur ma table de chevet. Il souriait, tenant un poisson qu'il avait pêché lors de nos dernières vacances. Je suis restée assise là un long moment. J'écoutais les bruits de la maison en bas. J'ai entendu la télévision s'allumer dans le salon. J'ai entendu la porte du réfrigérateur s'ouvrir et se refermer. J'ai entendu Jason rire à une remarque de Vanessa. Ils étaient à l'aise. Ils se sentaient en sécurité. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que parce que j'étais vieille, seule et silencieuse, j'étais faible. Ils pensaient que parce que j'étais mère, je ne me retournerais jamais contre mon enfant, quoi qu'il fasse. Ils se trompaient. Alors que le soleil se couchait et que la pièce s'enfonçait dans l'ombre, ma tristesse commença à se transformer. La sensation s'est refroidie, se figeant en un bloc de glace dans ma poitrine. J'ai cessé de pleurer. Ma respiration s'est régularisée. J'avais des options. J'avais des ressources dont ils ignoraient tout. J'avais une vie avant eux, et j'en aurais une après. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de nuit. Il était temps d'appeler. J'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis longtemps, mais que je connaissais par cœur. « Bureau de Monsieur Sterling », répondit une voix après 2 sonneries. « Allô », dis-je d'une voix étonnamment assurée. « Ici Clara. Je dois parler à Monsieur Sterling. C'est une urgence concernant ma succession. » J'ai passé l'heure suivante au téléphone. Puis, j'ai passé une autre heure à fouiller dans une boîte de vieux dossiers au fond de mon placard. J'ai trouvé ce que je cherchais, des papiers, des photos, des documents. Je les ai étalés sur mon lit comme un général planifiant une bataille. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Je n'en avais pas besoin. J'étais animée d'une détermination froide et implacable. À 4h30 du matin, alors que la maison était encore plongée dans l'obscurité et le silence, je me suis levée. J'ai pris une douche et me suis habillée de mes plus beaux vêtements, un joli chemisier et un pantalon repassé. J'ai mis mes boucles d'oreilles en perles. J'ai appliqué un peu de rouge à lèvres. Puis, je suis descendue à la cuisine. La cuisine était propre maintenant, mais le souvenir du crachat planait encore. Je l'ai ignoré. J'ai commencé à sortir les casseroles des placards. Je me suis mise à cuisiner. Et je n'ai pas préparé un simple petit déjeuner. J'ai préparé un festin. J'ai préparé la pâte à crêpes aux myrtilles maison, en fouettant la farine et les œufs d'un mouvement rythmé. J'ai fait revenir un paquet entier de bacon jusqu'à ce qu'il soit croustillant et doré. J'ai cuit des saucisses. J'ai préparé des galettes de pommes de terre avec des oignons, que j'ai fait revenir jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. J'ai coupé du melon, des fraises et de l'ananas frais. J'ai pressé du jus d'orange frais. À 8h, la maison embaumait. Des effluves de vanille, de cannelle et de graisse de bacon montaient l'escalier et s'infiltraient sous les portes des chambres. C'était l'odeur d'un foyer heureux, l'odeur d'une mère prenant soin des siens. C'était l'appât.
J'ai mis le couvert. J'ai sorti la belle vaisselle, celle avec le bord doré, pas la vaisselle de tous les jours. J'ai disposé les verres à jus en cristal et les serviettes en tissu. J'ai mis 3 couverts. Puis, je suis allé ouvrir la porte d'entrée. Une voiture noire s'est garée dans l'allée à l'heure précise. Un homme en est sorti. Grand, vêtu d'un élégant costume gris anthracite, il tenait une mallette en cuir. Il a remonté l'allée d'un air grave. J'ai ouvert la porte avant même qu'il ait pu frapper. « Bonjour, monsieur Sterling », ai-je dit. « Bonjour, Clara », a-t-il répondu en hochant la tête. « Tout est prêt. Entrez. Prenez place en bout de table. » Monsieur Sterling s'assit. Il ouvrit sa mallette et en sortit une épaisse pile de documents, qu'il disposa soigneusement à côté de son assiette. Je lui versai une tasse de café. Il devrait descendre d'une minute à l'autre, dis-je en consultant ma montre. Juste au même moment, j'entendis le craquement du plancher à l'étage. Puis, des bruits de pas lourds. Jason et Vanessa descendirent les escaliers en titubant, se frottant les yeux encore ensommeillés. Ils étaient en pyjama, Jason en jogging et vieux t-shirt, Vanessa en robe de chambre en soie. Leur nez les mena à la salle à manger. À la vue de la table croulant sous les victuailles, leurs yeux s'écarquillèrent. Ils contemplèrent les crêpes, les fruits, le bacon. Ils échangèrent un regard. Un regard satisfait, triomphant. « Eh bien, dit Jason en se grattant le ventre, ça sent bon ici. » Il s'approcha et tira une chaise. « Je suis content de te voir calmée, maman. Je savais que tu te rendrais compte que tu avais exagéré hier. C'est une belle façon de se faire pardonner. » Vanessa sourit en coin et attrapa une tranche de bacon avant même de s'asseoir. « Tu vois? Je te l'avais dit qu'elle finirait par céder. Passe-moi le sirop, Clara. » « En fait, dis-je d'une voix enjouée. Avant de manger, j'aimerais vous présenter quelqu'un. » Ils se figèrent tous les deux. Pour la première fois, leur regard se détourna de leur assiette et ils remarquèrent l'homme assis en silence en bout de table. Monsieur Sterling posa sa tasse de café. Il regarda Jason, puis Vanessa, le regard froid et professionnel. « Qui est-ce » demanda Jason, la main suspendue au-dessus des crêpes. « Jason, Vanessa », dis-je en lissant ma serviette. « Voici monsieur Sterling. Mon avocat. » La main de Vanessa eut un spasme et la tranche de bacon qu'elle tenait tomba sur la nappe. Une petite tache de graisse commença aussitôt à s'étendre sur le tissu blanc, mais pour une fois, elle ne sembla pas s'en apercevoir. « Un avocat !» Vanessa rit, mais son rire était faible et sec. On aurait dit des feuilles mortes qui craquent sous une botte. « Clara, que se passe-t-il ? Est-ce à cause du différend avec le voisin à propos de la clôture ? » « Non, » répondit monsieur Sterling. Sa voix était grave, suave et totalement dénuée de chaleur. « Je ne suis pas là pour parler de limites de propriété, Madame Miller. Je suis là pour parler de la sécurité et du patrimoine de ma cliente, Clara Vance. » Jason regarda tour à tour l'avocat et moi, un sourire nerveux se dessinant au coin de ses lèvres. « Maman, sérieusement ? C'est un peu exagéré, non ? Venir déjeuner en costume ? » « Mange, Jason, dis-je calmement en prenant une gorgée de mon café. Tu aimes les crêpes ? » « Je ne veux pas de crêpes, » rétorqua Jason en repoussant son assiette. « Je veux savoir pourquoi il y a un inconnu dans notre salle à manger. » Monsieur Sterling ouvrit le classeur en cuir devant lui. Il en sortit un document blanc impeccable et le posa. « Votre mère m'a contacté tôt ce matin au sujet d'un incident survenu hier, » dit monsieur Sterling. Il regarda Vanessa droit dans les yeux. Plus précisément, une agression. Le visage de Vanessa pâlit, se décolorant jusqu'à ressembler à une statue de cire. Je n'ai agressé personne. Selon ma cliente, poursuivit monsieur Sterling en jetant un coup d'œil à ses notes, vous lui avez craché au visage lors d'une altercation verbale. Dans cet état, cracher sur une autre personne est considéré comme une agression. Lorsque la victime a plus de 60 ans, cela peut être poursuivi pour maltraitance envers une personne âgée. Un silence de mort s'installa dans la pièce. On aurait pu entendre le tic-tac d'une horloge grand-père dans le couloir. Tic, tac, tic, tac. C'est ridicule, s'écria Vanessa, la voix de plus en plus aiguë. C'était une dispute.
La situation s'est envenimée. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est arrivé comme ça. L'intention n'excuse pas l'acte, dit simplement monsieur Sterling. Cependant, Madame Vance m'a demandé de ne pas porter plainte pour le moment. Elle vous accorde un délai. Jason laissa échapper un long soupir et se laissa retomber dans son fauteuil. Tu vois? Bon. D'accord. C'était une mauvaise dispute. Vanessa est désolée. N'est-ce pas, Vanessa? Il lui donna un coup de pied sous la table. Je la vis grimacer. Oui, murmura Vanessa en baissant les yeux. Je suis désolée, Clara. Ça ne se reproduira plus. Je sais, dis-je doucement. Parce que tu ne seras plus là. Jason releva brusquement la tête. Quoi? Monsieur Sterling sortit un autre document. Celui-ci était plus épais, relié avec une couverture bleue. Nous ne sommes pas ici uniquement pour parler de l'agression, dit l'avocat. Nous sommes ici pour parler de la succession. Plus précisément, du testament de Madame Vance. Jason leva les yeux au ciel. Maman, on sait. La maison me revient. Les économies aussi. On en a déjà parlé 1 million de fois. C'était la version précédente, le corrigea monsieur Sterling. Depuis 6 heures ce matin, cette version est annulée. Madame Vance a rédigé un nouveau testament. Il fit glisser le document sur la table. Jason le fixa comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Murmura Jason. Il y a écrit, l'interrompis-je en beurrant une tranche de pain grillé avec une lenteur délibérée, que la maison, mon assurance vie et mes économies pour la retraite, soit environ 1,2 million de dollars, ne te reviendront plus. 1,2 million, s'exclama Vanessa, haletante. Ses yeux s'écarquillèrent soudain, avides. Je croyais que tu avais dit que tu vivais tout juste avec ta pension. J'ai dit que je vivais avec un budget serré. La corrigé-je. Je n'ai jamais dit que j'étais fauché. Ton père a bâti une entreprise florissante, Jason. Il m'a laissé un héritage confortable. Et maintenant, intervint monsieur Sterling, Madame Vance a désigné 2 nouveaux bénéficiaires principaux pour l'intégralité de la succession. Qui? Demanda Jason, la voix tremblante. À qui donnez-vous mon héritage? Au refuge pour animaux du comté, dis-je avec un sourire aimable. Ils font un travail formidable avec les chiens errants. Et, bien sûr, au fonds de bourse d'études pour les étudiants défavorisés. Vous donnez mon argent à des chiens, hurla Jason en se levant si brusquement que sa chaise bascula en arrière dans un fracas. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis votre fils. Et elle, c'est votre mère, dit monsieur Sterling d'une voix glaciale. Une mère que vous avez laissée se faire humilier chez elle. Une mère dont vous avez profité pendant 6 mois sans contribuer un centime. Nous sommes une famille, cria Vanessa. Vous ne pouvez pas nous mettre à la porte. Nous avons des droits. En réalité, vous n'avez aucun droit sur ces biens, répondit monsieur Sterling. Mais nous ne parlons pas seulement de l'avenir. Nous parlons du présent. Puisque vous n'êtes plus bénéficiaire, vous n'avez aucune raison de rester ici. Il sortit un 3e papier. Celui-ci était une simple feuille. Ceci est un avis d'expulsion, annonça monsieur Sterling. Vous avez 3 jours pour emporter vos affaires. Madame Vance fait changer les serrures vendredi midi. Si vous êtes encore là, la police sera appelée pour vous expulser pour violation de domicile. Jason semblait sur le point de vomir. Il serrait le bord de la table, les jointures blanchies. Maman, s'il te plaît. Tu ne peux pas être sérieuse. On n'a nulle part où aller. On n'a pas d'argent. Tu sais que notre solvabilité est catastrophique. Je sais, dis-je. Et je sais pourquoi. J'ai appelé ton ancienne patronne hier, Vanessa. Vanessa se figea. Tu as fait quoi? Je voulais savoir pourquoi tu avais vraiment perdu ton travail, dis-je. Tu m'as dit que c'était à cause des licenciements. Mais ton patron m'a dit que c'était parce que tu t'étais fait prendre à voler des fournitures de bureau. Des boîtes de stylos. Des rames de papier. Du toner pour imprimante. C'était un malentendu, s'écria Vanessa. Ce n'était que des stylos. C'était du vol, dis-je. Tout comme tu me voles ma tranquillité d'esprit. Maman, supplia Jason, les larmes aux yeux.
S'il te plaît. Ne fais pas ça. On va se retrouver à la rue. C'est ce que tu veux? Voir ton fils dormir dans un caniveau? Je le regardais. J'avais le cœur serré. Vraiment. Aucune mère ne veut voir son enfant souffrir. Mais je me souvenais du crachat sur mon visage. Je me souvenais de son haussement d'épaule. Je me souvenais de ces 6 mois d'ingratitude. Je ne veux pas ça, Jason, dis-je. Mais je ne te laisserai plus me détruire. Je me suis penché sous la table et j'ai sorti la grande enveloppe Kraft que j'avais préparée. Je l'ai posée sur la table à côté de ma tasse de café. Cependant, dis-je lentement, il y a un moyen d'éviter tout ça. Jason et Vanessa ont tous deux regardé l'enveloppe. C'était comme une bouée de sauvetage lancée à un noyé. Ils se sont penchés en avant, l'espoir désespéré se lisant sur leur visage. Quoi? Demanda Jason, essoufflé. N'importe quoi. On fera n'importe quoi. Je rangeais le débarras à la cavillère, dis-je nonchalamment. Et j'ai trouvé des cartons que tu avais laissés là il y a des années. De vieilles choses. Des babioles, dit Jason d'un ton dédaigneux. Juste de vieux jouets. C'est ce que tu m'as dit, acquiesçai-je. Tu as dit qu'ils ne valaient rien. Tu as dit que je pouvais les jeter. J'ai ouvert l'enveloppe et j'en ai sorti 3 pages imprimées. C'étaient des captures d'écran de mon ordinateur portable. Tu reconnais ça? Demandai-je en lui faisant glisser la première image. C'était la photo d'une BD. The Amazing Spider-Man, numéro 3 cents. Elle était dans une pochette de protection en plastique. Jason fronça les sourcils. Ouais. C'est ma vieille BD. Je l'ai achetée $5 quand j'étais petit. Et celle-ci? Je lui fis glisser la deuxième photo. The Incredible Hulk, numéro 181. Ouais, maman, c'est juste du vieux papier, dit Jason, perplexe. Pourquoi on parle de BD alors que tu essaies de nous mettre à la porte? Monsieur Sterling se pencha en avant, un petit sourire carnassier aux lèvres. Parce que, monsieur Vance, votre mère a mis ces objets sans valeur aux enchères sur eBay à 4 heures du matin. Et alors? Rétorqua Vanessa sèchement. Vous allez en tirer combien? 10 $? Regardez la 3e page, dis-je. Jason regarda. Il plissa les yeux sur la capture d'écran. Puis ses yeux s'écarquillèrent. Il attrapa le papier et le porta à son visage. 8 000, balbutia-t-il. Attendez. 8 000 $? C'est l'enchère actuelle, précisa monsieur Sterling. Et il reste 5 jours. Cette collection en particulier, premières apparitions et numéros clés, est très recherchée. Dans cet état, les experts estiment que la boîte complète pourrait se vendre entre 20 et 30 000 $. Jason leva les yeux vers moi, la bouche grande ouverte. 30 000 $? À la cave? Pendant tout ce temps. Ils sont à moi. Il s'écria soudain en attrapant les papiers. Tu ne peux pas vendre ça. C'est ma collection. C'était ta collection, le corrigeai-je. Tu les as abandonnés. Tu m'as dit de les jeter. Et ils sont chez moi. Cet argent pourrait nous sauver, hurla Vanessa en saisissant le bras de Jason. Jason. 30 000. On pourrait rembourser les cartes de crédit. On pourrait se trouver un appartement. Exactement, dis-je d'un ton calme comme un glacial. Ça pourrait te sauver. Mais pour l'instant, le produit de la vente ira dans ma cagnotte pour les travaux. À moins que... À moins que quoi? Supplia Jason. Maman, s'il te plaît. Arrête de jouer. Je sortis un dernier document. Il était agrafé et épais. À moins que tu ne signes ça, dis-je en tapotant le papier du doigt. Ceci est un contrat. Un bail. Si vous signez, je retirerai les BD de la vente aux enchères. Je les garderai en sécurité. Et vous pourrez rester dans cette maison pendant exactement 90 jours. 90 jours, demanda Jason. Et après? Vous déménagerez, dis-je. Mais les 90 prochains jours ne ressembleront pas aux 6 derniers mois. Les choses vont changer. Radicalement. Jason regarda le contrat, puis les photos des précieuses BD, puis l'avis d'expulsion. Il regarda Vanessa. Elle hocha brièvement la tête. Ils étaient dos au mur.
Il n'avait ni argent, ni moyen de pression, ni le choix. Quelles sont les conditions? Demanda Jason à voix basse. Je souris, mais ce n'était pas un sourire de joie. C'était le sourire d'un général qui venait de remporter la première bataille. Monsieur Sterling, dis-je. Veuillez leur lire les conditions. Monsieur Sterling ajusta ses lunettes et rapprocha le document de son visage. Le papier bruissa dans le silence de la salle à manger. Article numéro 1. Commença-t-il d'une voix monocorde et officielle. Occupation. Jason et Vanessa Miller bénéficient d'une autorisation temporaire d'occuper la suite d'invités pour une durée de 90 jours exactement. Cette autorisation est révocable à tout moment en cas de manquement au contrat. Article numéro 2. Poursuivit-il sans lever les yeux. Responsabilité financière. Aucun loyer de base ne sera facturé pour les 30 premiers jours, mais les locataires sont tenus de contribuer à hauteur de 20% de tous leurs revenus perçus durant cette période aux charges et aux courses. 20%, railla Vanessa en croisant les bras sur son peignoir de soie. On n'a pas de revenus. C'est bien le problème. Alors vous feriez mieux d'en trouver, dis-je en coupant un morceau de melon. Parce que l'article numéro 3 est non négociable. Article numéro 3. Lusterling. Thérapie obligatoire. Toutes les parties acceptent de participer à des séances hebdomadaires de thérapie familiale avec un thérapeute choisi par Madame Vance. La présence est obligatoire. Toute absence constitue une rupture de contrat. Jason grogna en se massant les tempes. De la thérapie? Maman, voyons. On n'a pas besoin d'un psy. On a juste besoin d'une pause. Vous avez déjà eu 6 mois de pause, répliquai-je sèchement. Et regarde où ça nous a menés. Tu restes là sans rien faire pendant que ta femme me crache dessus. On a besoin de thérapie, Jason. Ou alors tu dois partir. Voilà les 2 options. Et enfin, dit Sterling, sa voix baissant d'un ton, devenant encore plus sérieuse. Article 4. Le protocole de respect. Le quoi? Demanda Vanessa. Le protocole de respect, répéta Sterling. Tolérance zéro pour les insultes, les cris, les intimidations physiques et les dégradations. Le moindre manque de respect envers le propriétaire entraînera la résiliation immédiate du présent contrat. Les serrures seront changées dans l'heure et vos affaires seront déposées sur le trottoir. Jason regarda le papier, puis me regarda. Alors, si on se dispute, on se retrouve à la rue. Si vous me criez dessus, corrigez-je. Si vous m'insultez. Si vous jetez des objets. Oui. Vous êtes mes invités, et vous devez vous comporter comme des personnes civilisées. C'est absurde, murmura Vanessa. On se croirait en pensionnat. C'est mieux que de vivre dans sa voiture, fit remarquer Sterling d'un ton sec. Jason regarda l'avis d'expulsion toujours posé sur la table. Il regarda les photos des bandes dessinées, leur unique source potentielle d'argent. Il regarda Vanessa, furieuse mais silencieuse. Très bien, soupira Jason, vaincu. On signe. Mais tu retires les BD d'eBay, d'accord? On garde la collection? Je posai ma fourchette et m'essuyai la bouche avec la serviette. Je le fixai droit dans les yeux. Oh non, dis-je doucement. Je crois que tu as mal compris. Quoi? Jason se figea. Je ne retire pas les BD d'eBay, expliquai-je. Les enchères continuent. Je vais les vendre. Mais tu as dit, balbutia Jason. J'ai dit que je les garderais en lieu sûr, souris-je. Et je le ferai. Jusqu'à ce que l'acheteur les paie. Et ensuite, je garde l'argent. Tu ne peux pas faire ça, hurla Vanessa, oubliant déjà le protocole de respect. Ça fait 30 000 $. C'est notre argent. Considère ça comme du loyer impayé, dis-je d'un ton dur. Pour la nourriture que vous avez mangée. Pour l'électricité que vous avez consommée. Pour les 6 mois de vie gratuite dont vous avez profité en me mentant sur vos emplois. Cet argent est à moi. C'est du chantage, siffla Jason. C'est une affaire, corrigea Monsieur Sterling. Vous avez le choix, Monsieur Miller. Signez ce document, respectez les conditions et vous aurez un toit sur la tête pendant 3 mois, le temps de vous remettre sur pied. Ou refusez et vous sortez immédiatement, sans rien. Plus de maison. Plus de BD. Plus d'argent.
Un silence pesant, suffocant, s'installa. Je les observais faire leurs calculs. Ils étaient piégés. Ils étaient ruinés, ils avaient rompu les ponts avec leurs amis et ils m'avaient sous-estimé. Jason prit le stylo. Sa main tremblait. Il signa le document d'un geste furieux. Il le tendit à Vanessa. Elle me lança un regard noir, mais elle signa aussi. Bien, dis-je en me levant et en ramassant les assiettes. Monsieur Sterling et moi serons dans le bureau. Veuillez faire nettoyer la cuisine pour midi. Bienvenue à la maison. Je sortis de la pièce, partagée entre triomphe et tristesse. J'avais gagné la bataille, mais j'avais forcé mon propre fils à signer un contrat pour qu'il me traite avec un minimum de décence. Ce n'était pas une victoire dont une mère se réjouit. Cela dura exactement 11 jours. Il faut leur reconnaître que la première semaine fut presque agréable. C'était cette fausse amabilité qu'on observe à un enterrement, où chacun chuchote et marche sur des œufs. Ils firent la vaisselle. Ils parlèrent à voix basse. Jason tondit même la pelouse samedi sans qu'on le lui demande, mais avec une mine renfrognée qui laissait penser qu'il marchait vers l'échafaud. Mais les habitudes ont la vie dure. Et le sentiment d'avoir droit à tout est une maladie tenace. Ça a commencé discrètement. Le 8e jour, j'ai trouvé les chaussures de Vanessa au milieu du couloir, un danger de chute dont je lui avais pourtant parlé une bonne douzaine de fois. Le 9e jour, Jason a laissé la brique de lait vide sur le comptoir au lieu de la jeter. Des petits mots passifs-agressifs ont commencé à apparaître. Un post-it sur le miroir de la salle de bain. S'il te plaît, achète du papier toilette de qualité la prochaine fois. Un profond soupir à chaque fois que j'entrais dans la pièce. Je n'ai rien dit. Je me suis contenté de tout noter. Je gardais un petit carnet noir dans ma poche. Mardi, 14 heures, Vanessa a critiqué la lessive. Mercredi, 18 heures, Jason s'est plaint du menu du dîner. Je constituais un dossier. Monsieur Sterling m'avait conseillé d'être méticuleuse. Si vous les expulsez, m'avait-il dit, ils essaieront de vous faire passer pour une personne déraisonnable. Il nous faut des preuves. Le point de rupture n'était pas dû à une chambre en désordre ni à une remarque déplacée. C'était la cupidité. C'était un mardi après-midi. J'étais allée à la jardinerie acheter des hortensias. J'avais dit que je serais absente 2 heures. Je suis revenue 45 minutes plus tard, car j'avais oublié mon portefeuille. En entrant dans la maison, le silence régnait. Un silence pesant. Je montais les escaliers, mes baskets ne faisant aucun bruit sur la moquette. La porte de mon bureau, une pièce que je gardais privée, était entr'ouverte. Je la poussai. Vanessa était assise à mon bureau en acajou. Elle n'était pas simplement assise, elle fouillait. Elle avait ouvert le tiroir du bas, celui où je rangeais mes dossiers personnels. Une pile de papiers était étalée sur le bureau. Mes relevés bancaires. Les synthèses de mes placements. Mes déclarations d'impôts. Elle prenait des photos des documents avec son téléphone. Puis-je vous aider à trouver quelque chose? Demandai-je. Vanessa sursauta si violemment qu'elle faillit laisser tomber son téléphone. Elle pivota sur sa chaise, les yeux écarquillés de panique. Elle tenta de rassembler les papiers en une pile d'un geste de la main, mais c'était trop tard. « Clara !» s'écria-t-elle, la main sur la poitrine. « Tu m'as fait peur. Je croyais que tu jardinais. » « Évidemment, dis-je en entrant dans la pièce. Puisque tu as décidé de fouiller mon bureau dès que j'ai quitté l'allée. » Je ne fouillais rien, mentit-elle, le visage rouge écarlate. Je cherchais un timbre. Je devais poster une lettre. Tu cherchais un timbre dans mon portefeuille d'investissement, demandai-je en désignant le document sur le bureau. Et tu avais besoin de prendre une photo du timbre avec ton téléphone. Le mensonge s'effondra. Son visage passa de la peur à la défiance. Ce même regard méprisant qu'elle avait dans la cuisine réapparaissait. « Très bien, rétorqua-t-elle sèchement. Je consultais vos comptes. Et alors? J'ai le droit de savoir. Vous n'avez le droit de rien savoir, dis-je, la voix tremblante de colère. Ce sont mes informations financières privées. On habite ici, s'exclama Vanessa en se levant. Jason veut monter une entreprise. Une société d'aménagement paysager. Il a besoin de capital. On devait vérifier si vous aviez vraiment l'argent pour l'aider,
ou si vous mentiez en disant que vous étiez fauché. Je n'ai jamais menti, dis-je. Et les projets de Jason ne me regardent pas. Il lui faut 30 000 $ pour un camion et du matériel, dit Vanessa en désignant les papiers. Et regardez ça. Vous avez plus de 400 000 $ rien que sur ce compte retraite. Vous êtes assis sur une mine d'or alors que votre fils mendie des miettes. Je la fixai du regard. Vous vous immiscez dans ma vie privée pour calculer combien d'argent vous pensez mériter. J'essaie d'aider ma famille, cria-t-elle. On est criblé de dettes, Clara. Tu sais combien on doit? Ça t'intéresse au moins. Je m'inquiète parce que tu violes le contrat, dis-je en sortant mon téléphone de ma poche. Article 4. Respect. Porteur atteinte à ma vie privée est le comble du manque de respect. Oh, range ce téléphone, ricana-t-elle. Tu ne vas pas appeler l'avocat pour ça. Ce ne sont que des papiers. C'est une preuve, dis-je. Et je n'appelle pas l'avocat. J'appelle Jason. Ça ne l'intéressera pas, rit Vanessa. Il veut savoir aussi. On en a parlé. Il sait que je suis là. Ces mots me glacèrent le sang. Jason est au courant. Demandai-je. Qui crois-tu qui m'a dit où était la clé du tiroir? Lança Vanessa avec un sourire narquois. Il se souvient où tu caches tes affaires, Clara. Il est de mon côté. On est une équipe. Et on en a marre que tu gardes tout pour toi. La trahison me frappa plus fort qu'un crachat. Jason n'était plus un simple spectateur. C'était un complice. Il avait envoyé sa femme me voler ma vie privée. Ah bon? Murmurai-je. Oui, dit-elle en croisant les bras. Alors vas-y, appelle-le. Dis-lui que j'ai regardé les papiers. De toute façon, il va te demander l'argent. Maintenant, on sait que tu l'as. Je regardais les papiers éparpillés sur mon bureau. Toutes mes économies. L'argent que Robert et moi avions économisé pendant 40 ans. L'argent censé assurer ma sécurité financière à la retraite. Ils y ont vu une aubaine. Sors de mon bureau, dis-je doucement. Avec plaisir, répondit Vanessa en attrapant son téléphone. J'ai obtenu ce qu'il me fallait. Elle me frôla, dégageant une arrogance teintée d'un parfum bon marché. Elle s'éloigna dans le couloir en fredonnant. Je restai un instant figé, contemplant le désordre qu'elle avait semé. J'avais la nausée. Une nausée physique. Puis, la glace revint. La froideur, la détermination implacable. Je me dirigeai vers le bureau et ramassai les papiers. Je les rangeai soigneusement. Je les remis dans le dossier. Puis je verrouillai le tiroir et mis la clé dans ma poche. Je repris mon téléphone. Mais je n'appelai ni Jason, ni Monsieur Sterling. Je composai le numéro du commissariat, numéro non urgent. Bonjour, dis-je lorsque la personne au bout du fil décrocha. Je voudrais signaler un vol en cours. Non, pas un cambriolage. Une usurpation d'identité. Et une escroquerie. Je raccrochai et descendis. J'entendais Vanessa dans le salon, riant au téléphone. Ouais, elle est blindée, disait Vanessa. On a vu les relevés. On va récupérer ce camion, ma belle. T'inquiète pas. Elle ne m'a pas entendu descendre. Elle ne m'a pas vu dans le couloir, à écouter. Elle ignorait que la guerre qu'elle croyait gagner ne faisait que commencer. Et elle ignorait que je détenais un autre secret, un secret qui n'était pas dans le classeur, qui allait tout changer. Vanessa raccrocha d'un rire sonore et forcé, jetant son téléphone sur le coussin du canapé. Elle leva les yeux et me vit dans l'embrasure de la porte. Son sourire s'effaça instantanément, remplacé par cette expression familière d'hostilité contenue. « Ça fait combien de temps que tu es là ?» lança-t-elle sèchement. « Assez longtemps pour t'entendre compter mon argent, » dis-je en entrant dans la pièce. « Et assez longtemps pour confirmer que mon fils est complice de ton petit coup. » À ce moment précis, la porte d'entrée s'ouvrit. Jason entra, l'air transpirant et épuisé après avoir tondu la pelouse, la seule corvée qu'il avait accomplie. Il s'arrêta net, sentant la tension palpable dans la pièce. Son regard passa du visage coupable de Vanessa à mon expression glaciale. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Jason en s'essuyant le front du revers de la main. « Ta femme racontait justement à son ami à quel point je suis riche, dis-je en gardant les yeux fixés sur Jason.
Et elle a mentionné que c'est toi qui lui as indiqué où trouver la clé de mes dossiers privés. Jason se figea. Il regarda Vanessa. Tu lui as dit. Elle m'a surprise, Jason, s'écria Vanessa en levant les bras au ciel. Elle est entrée pendant que je consultais les relevés. Peu importe. Maintenant, on sait la vérité. Elle a près d'un demi-million de dollars qui dorment sur un compte, pendant qu'on galère. Jason se tourna vers moi, le visage durci. C'est vrai, maman? Tu as 400 000 dollars? J'ai un fonds de retraite, dis-je d'une voix assurée. Un fonds qui doit me permettre de vivre jusqu'à ma mort. Tu sais combien coûte une maison de retraite, Jason? Tu sais combien coûte un centre spécialisé pour les personnes atteintes de troubles cognitifs? Cet argent n'est pas une caisse noire pour financer des projets ratés. C'est ma survie. Ma survie? Railla Jason en s'approchant. Tu vis dans une maison entièrement payée. Tu as une pension. Tu amasses des fortunes pendant que ta famille est au bord de la faillite. C'est égoïste, maman. C'est même malsain. Égoïste. Un rire amer et strident me monta à la gorge. Tu vis ici depuis 6 mois sans acheter un seul rouleau de papier toilette. Tu manges ma nourriture. Tu utilises mon eau. Et tu me traites d'égoïste? On essaie de construire un avenir, intervint Vanessa. Mais on ne peut pas le faire sans rien. On n'a pas un sou. Vous aviez une voiture, ai-je fait remarquer. Vous êtes venu ici dans une berline en parfait état. Pourquoi ne pas la vendre si vous avez besoin d'argent pour un camion? Un silence s'installa. Jason baissa les yeux. Vanessa fixa le mur. Alors, insistai-je. Vendez la voiture. On ne peut pas, murmura Jason. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà vendue, marmonna-t-il. Je le fixais. Quoi? On l'a vendue il y a 3 mois, admit Jason d'une voix à peine audible. Pour payer les mensualités minimales des cartes de crédit. On loue une voiture dès qu'on a besoin d'aller quelque part. C'est pour ça qu'on ne conduit jamais. Vous avez vendu votre seul bien pour payer les intérêts de vos cartes de crédit. J'eus le vertige. Vous avez combien de dettes? Ils ne répondirent pas. Dites-moi, ordonnai-je. Si vous voulez parler de mes finances, on va parler des vôtres. Combien? 30 000, dit Vanessa en se rongeant les ongles. À peu près. 30 000 dollars, répétai-je. Et tu n'as ni travail, ni voiture, ni projet. C'est pour ça qu'on a besoin de ton aide, supplia Jason, sa colère se muant en désespoir. Maman, réfléchis. Si tu nous donnais 30 000, ce serait moins de 10% de tes économies. Tu ne t'en apercevrais même pas. Mais ça changerait nos vies. Ça nous sauverait. Ça ne te sauverait pas, dis-je tristement. Ça ne ferait que retarder l'inévitable. Tu dépenserais tout cet argent en 6 mois parce que tu ne sais pas le gérer. Tu crois que 400 000, c'est une fortune. Ce n'en est pas une. Pour nous, c'est une fortune, rétorqua Jason. Alors tu as besoin de lunettes, dis-je. Et tu vas en avoir. Dès demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Vanessa, suspicieuse. Ça veut dire que le contrat tient toujours, dis-je. Mais les conditions ont été étendues. Puisque mon argent vous intéresse tant, vous allez apprendre exactement comment ça fonctionne. Demain matin, 8 heures. À la table de la cuisine. Apportez une calculatrice. Et si on ne vient pas? Lança Jason, provocateur. Je sortis mon téléphone de ma poche. J'ai appelé la police il y a 10 minutes. J'ai signalé une usurpation d'identité en cours. J'ai le numéro de dossier ici. Si vous ne venez pas demain, je les rappelle et je porte plainte contre Vanessa pour accès non autorisé à mes relevés bancaires. Vanessa en resta bouche bée. Vous avez appelé la police. Je protège mon patrimoine, dis-je. 8 heures. Soyez à l'heure. Le lendemain matin, la table de la cuisine ressemblait moins à un coin repas qu'à un cabinet comptable. Des cartons de dossiers étaient empilés sur les chaises. Des tableurs étaient étalés. J'avais un stylo rouge. Jason et Vanessa étaient assis en face de moi. Ils avaient l'air d'adolescents boudeurs en retenue. Ouvre le premier dossier, dis-je à Vanessa. Lis la ligne taxe foncière.
Elle ouvrit le dossier. 6400 $, l'UL. Divise ça par 12, dis-je. Voilà le coût mensuel pour vivre dans cette maison. 533. Calcula Jason. Bien. Maintenant, ajoute l'assurance. Les charges. Le fonds d'entretien pour un toit de 40 ans. Les frais d'entretien du jardin, puisque tu refuses de t'en occuper correctement. Nous avons passé 4 heures à éplucher chaque reçu, facture et relevé. Je leur ai fait calculer le coût total de mes médicaments pour le cœur. Je leur ai fait calculer le taux d'inflation d'un gallon de lait sur 20 ans. À midi, leur défiance avait disparu. Ils examinaient les chiffres, les vrais chiffres et réalisaient que la « fortune » qu'ils croyaient que j'avais était en réalité une bouée de sauvetage soigneusement calculée. Alors, dit Jason en consultant le tableau final, si vous vivez jusqu'à 90 ans, vous n'aurez plus d'argent. Si je reste en bonne santé, acquiescez-je. Si j'ai besoin d'une maison de retraite à 85 ans, je n'aurai plus d'argent dans 3 ans. Après cela, je serai sans ressources. Je devrai compter sur l'État. Ou sur mes enfants. Je le regardai d'un air accusateur. Et vu votre situation actuelle, je ne peux pas compter sur vous. Jason déglutit difficilement. Il regarda le solde du compte d'investissement, ce chiffre qui lui avait paru si énorme la veille, puis les coûts estimés des soins aux personnes âgées. Je ne savais pas, dit-il doucement. J'ai juste vu le chiffre. Je n'ai pas pensé au rythme de consommation. La plupart des gens ne le font pas, dis-je. C'est pour ça que la plupart des gens se retrouvent sans le sou. Vanessa resta silencieuse. Elle tenait un reçu des frais d'obsèques de mon mari, datant de 5 ans. Elle suivit les chiffres du doigt. On a été horrible, murmura-t-elle. C'était la première chose sincère qu'elle disait depuis des mois. On vous a demandé de vous noyer pour qu'on puisse flotter. Oui, dis-je. C'est vrai. L'atmosphère dans la pièce avait changé. La colère avait disparu, remplacée par une réalité pesante et sombre. Ils avaient enfin compris. Ils ne se battaient pas contre un dragon amassant de l'or. Ils se battaient contre une veuve qui essayait de faire durer ses rations tout l'hiver. On trouvera du travail, dit soudain Jason. Du vrai travail. J'irai à l'intérim aujourd'hui. Je prendrai n'importe quoi. Moi aussi, acquiesça Vanessa. Je vais essayer l'entreprise de nettoyage du centre-ville. Ils embauchent tout le temps. Ce serait un bon début, dis-je en commençant à rassembler les papiers. Une lueur d'espoir me traversa l'esprit. Peut-être, juste peut-être, qu'ils étaient enfin en train de mûrir. Peut-être que le choc de la réalité était ce dont ils avaient besoin. Et puis, le téléphone sonna. C'était le téléphone fixe, le vieux téléphone accroché au mur de la cuisine que presque personne n'utilisait plus. La sonnerie stridente déchira le silence comme un couteau. Je me levai et allai répondre. Allô. Résidence Vance. Bonjour Clara, crépita une voix féminine au bout du fil. Elle paraissait professionnelle, rapide, mais avec une pointe d'excitation. Ici Sarah Jenkins. Je suis auditrice à la First National Bank du centre-ville. Je vous appelle au sujet d'un dossier que nous venons de retrouver dans les archives. Un dossier appartenant à votre défunt mari, Robert Vance. Robert. Je fronçai les sourcils. Les comptes de Robert ont tous été soldés il y a 5 ans. Nous le pensions aussi, dit Sarah. Mais nous étions en train de numériser d'anciens relevés de coffre-fort d'une agence qui a fermé dans les années 90. Nous avons trouvé un acte de propriété. Un acte de propriété, répétai-je. Pourquoi faire? Jason et Vanessa levèrent les yeux. Ils sentirent le changement dans ma voix. Un entrepôt commercial, expliqua Sarah. À l'est de la ville. Il semble que Robert l'ait acheté par le biais d'une société holding il y a 30 ans et, eh bien, franchement, il semble que tout le monde ait oublié son existence. Mais pas le locataire. Le locataire. Oui. Une entreprise de logistique Leloup. Comme la banque détenait l'acte de propriété sous séquestre, les loyers sont automatiquement versés sur un compte séquestre depuis 15 ans. Combien y a-t-il sur le compte? Demandai-je en serrant le cordon du téléphone. Eh bien. Sarah marqua une pause, et je l'entendis taper sur un clavier. Les loyers cumulés, plus les intérêts,
On arrive à un peu plus de 740 000 $. Mes jambes se sont dérobées. J'ai dû m'appuyer contre le mur. Et Madame Vance, a poursuivi Sarah. Le locataire nous a appelés hier. Il veut acheter l'immeuble. Sa valeur marchande actuelle est d'1,5 million de $. J'ai laissé échapper un soupir qui ressemblait à un sanglot. 2,5 millions de $. J'ai jeté un coup d'œil à travers la cuisine. Jason et Vanessa me regardaient, les yeux écarquillés, sentant qu'un événement capital venait de se produire. Madame Vance? Vous êtes là? Je suis là, ai-je murmuré. Il faut que vous veniez à la banque, a dit Sarah. Pour signer les papiers de cession. L'argent est à vous. J'ai raccroché lentement. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Maman? A demandé Jason en se levant. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? Je les ai regardés. Ils venaient de vivre une révélation. Ils venaient de comprendre la valeur du travail acharné et la dure réalité de la rareté des ressources. Et maintenant, je tenais entre mes mains un billet de loterie qui pouvait anéantir tout ce que je venais de leur apprendre. Maman, insista Vanessa. Qui était-ce? Je pris une grande inspiration. J'avais un choix à faire. C'était la banque, dis-je calmement. Mets tes chaussures. On y va. Le trajet jusqu'à la ville se déroula dans un silence pesant. Je conduisais ma vieille berline, les mains étonnamment fermes sur le volant. Jason était assis à côté de moi, le genou tremblant d'agitation. Vanessa, à l'arrière, fixait le paysage par la fenêtre, mais je la voyais vérifier son reflet dans le rétroviseur toutes les quelques minutes, tout en lissant ses cheveux. Ils sentaient que quelque chose d'important se tramait. Ils ignoraient simplement l'ampleur du problème. Nous nous sommes arrêtés devant la First National Bank, un immeuble imposant de verre et d'acier. Un contraste saisissant avec la petite agence de banlieue où j'avais l'habitude d'effectuer mes opérations bancaires. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demanda Jason tandis que nous franchissions les portes tournantes. « C'est le siège social. »« Suivez-moi » dis-je. On nous fit entrer dans une salle de conférence au dernier étage. Une longue table en acajou offrait une vue imprenable sur toute la ville. Sarah Jenkins, l'auditrice à qui j'avais parlé au téléphone, nous attendait. C'était une femme élégante en tailleur bleu marine, qui respirait l'efficacité. « Madame Vance », dit-elle en me serrant chaleureusement la main. « Merci d'être venue si vite. Et voici vos enfants. » Mon fils, Jason, et sa femme, Vanessa, les présentai-je. Je tenais à ce qu'ils soient présents. « Bien sûr », répondit Sarah. Elle nous invita à nous asseoir. Elle déposa 3 épais dossiers sur la table. Elle ouvrit celui du milieu et le tourna vers moi. « Comme je vous l'ai expliqué au téléphone, » commença Sarah, « votre défunt mari, Robert, a créé une société holding appelée Vance Logistique LLC il y a 32 ans. Le seul actif de cette société était un entrepôt commercial dans la zone industrielle. » Jason fronça les sourcils. « Papa possédait un entrepôt? Je croyais qu'il faisait seulement du conseil. »« Votre père a fait beaucoup de choses dont il ne se vantait pas, » dis-je doucement en regardant la signature de Robert sur les documents jaunis. Le cœur serré, je revoyais son écriture. La propriété était gérée par une agence, poursuivit Sarah. Les loyers s'accumulaient sur un compte séquestre car l'agence avait perdu le contact avec le propriétaire, votre mari, avant son décès. Étant donné que vous êtes son unique héritière, ses actifs vous sont transférés directement. Elle fit glisser une feuille de papier sur la table. C'était un relevé bancaire. Voici le solde actuel des loyers accumulés, annonça Sarah. Jason se pencha en avant. Vanessa se pencha presque par-dessus la table pour voir. 743 250 $, lut Jason à voix haute. Sa voix se brisa. Vanessa laissa échapper un cri étouffé. 700 000. Et, ajouta Sarah en sortant un second document, voici la lettre d'intention du locataire actuel. Il souhaite acheter l'immeuble pour sécuriser son emplacement. Son offre s'élève à 1,8 million de $. Comptant. Signature dans 30 jours. Le silence était absolu dans la pièce. Un silence de plomb, comme si l'air était aspiré. 2,5 millions, murmura Jason. Il me regarda,
les yeux grands ouverts et brillants. Maman, tu es multimillionnaire. Techniquement, corrigea Sarah. Madame Vance le sera une fois qu'elle aura signé ses documents de transfert et accepté l'offre d'achat. Je pris le stylo. Un instant, j'hésitais. Je repensais à la matinée passée à la table de la cuisine. Je repensais à la promesse de Jason de trouver du travail. Je repensais aux aveux de culpabilité de Vanessa. Ils avaient été remis à leur place. Ils avaient commencé à comprendre la valeur de l'argent. Mais maintenant, je les observais. L'humilité avait disparu. Volatilisé. À sa place, un regard que je ne reconnaissais que trop bien. Une faim pure et intense. Signe, maman, insista Jason, la voix tremblante d'excitation. Oh mon Dieu, signe. J'ai signé. Clara Vance. Excellent, dit Sarah en refermant les dossiers. Les fonds séquestrés seront virés sur votre compte personnel dans l'heure. La vente de l'immeuble sera conclue immédiatement. Alors que nous retournions vers l'ascenseur, la transformation de Jason et Vanessa était complète. Ils ne marchaient plus, ils flottaient. C'est incroyable, s'exclama Vanessa en saisissant le bras de Jason. 2 millions de dollars. Tu sais ce qu'on pourrait faire avec ça? On pourrait enfin lancer l'entreprise correctement. On n'a plus besoin d'un camion d'occasion. On pourrait se constituer une flotte. On pourrait louer un bureau en centre-ville. Ouais, sourit Jason en sortant son téléphone. Il faut que je regarde les prix de l'immobilier commercial. Et on devrait peut-être regarder du côté des voitures neuves. La location ne suffira plus. Il nous faut quelque chose qui symbolise la réussite. Et des vacances, ajouta Vanessa. Mon Dieu, nous avons besoin de vacances. Peut-être à Hawaï? Ou en Italie? Nous pourrions emmener toute la famille. Ce serait une façon de célébrer l'héritage de papa. Je les ai devancés légèrement et j'ai appuyé sur le bouton du hall. Je les ai entendus dépenser l'argent qui venait d'être crédité sur mon compte il y a moins de 5 minutes. La leçon de budget de ce matin semblait appartenir à une autre époque. Maman, dit Jason en entrant dans l'ascenseur. Il faut qu'on s'arrête déjeuner. Dans un bon restaurant. Un steak. Du champagne. C'est moi qui invite. Enfin, c'est toi qui invites, mais tu vois ce que je veux dire. On ne s'arrête pas déjeuner, dis-je doucement tandis que les portes se fermaient. Quoi? Allez, il faut fêter ça. S'exclama Jason en riant. Tu viens de gagner au loto. Je n'ai pas gagné au loto, dis-je en regardant le décompte des étages. J'ai hérité du fruit du dur labeur de ton père. Un travail qu'il a accompli pendant que tu faisais la grasse matinée le samedi. Bien sûr, répondit Jason d'un geste de la main, comme pour balayer mes paroles. Mais le fait est que nous sommes tranquilles. On n'a plus à s'inquiéter des frais de maison de retraite. On n'a plus à se soucier des dépenses. Tu as largement de quoi vivre. Assez pour toi, et assez pour nous aider à démarrer. C'est ce que tu crois? Demandai-je en sortant dans le hall. Ben oui, répondit Vanessa en se mettant à mes côtés. On est une famille. La famille s'entraide. Et maintenant, tu peux nous aider sans te ruiner. C'est parfait. Nous sommes remontés dans la voiture. Leur sentiment de supériorité était palpable. C'était étouffant. On va où? Demanda Jason alors que je sortais du parking. Si ce n'est pas déjeuner, alors où? Chez le concessionnaire? On devrait vraiment regarder les camions avant qu'il n'y ait plus grand-chose en stock. Je vais à un endroit précis, dis-je. J'ai une dernière course à faire. D'accord, dit Jason en se penchant en arrière et en mettant ses mains derrière sa tête. Punaise, j'y crois pas. Papa a vraiment assuré, hein? C'est comme s'il savait qu'on avait besoin d'un miracle. Je serrai le volant. Il a assuré pour moi, pensais-je. Pas pour toi. Je quittai la ville en direction de la banlieue. Mais je ne pris pas la sortie pour notre quartier. Je restai sur l'autoroute pendant encore 16 kilomètres. Maman, tu as raté la sortie, fit remarquer Jason. Je sais. Je pris la sortie pour le quartier d'Oakwood. C'était un quartier sympa, populaire, propre, respectable. Beaucoup de jeunes familles et de retraités. Je me garai sur le parking d'un grand immeuble en briques.
L'enseigne indiquait les chaînes appartements et maisons de ville de luxe. Un immeuble. Vanessa fronça les sourcils. Pourquoi sommes-nous là? Tu veux acheter l'immeuble? Un investissement, peut-être. Ce serait judicieux, acquiesça Jason d'un air entendu. L'immobilier, c'est un excellent placement pour cet argent. Je pourrais m'en occuper. Être propriétaire. Ce serait mon boulot. J'ai garé la voiture et coupé le moteur. Descendez, ai-je dit. Quoi? Descendez de la voiture. Nous avons rendez-vous. Je les ai conduits au bureau de location. Une femme nommée Carole nous attendait derrière le comptoir. Madame Vance. Carole sourit. Pile à l'heure. J'ai les clés de l'appartement 204. L'appartement 204, demanda Jason, l'air perplexe. Maman, qu'est-ce qui se passe? Nous allons visiter un appartement, ai-je dit. Venez. Nous sommes montés au 2e étage. Carole a ouvert la porte. L'appartement était charmant. Il y avait de la moquette beige fraîche, de grandes fenêtres et une petite cuisine moderne. Ça sentait la peinture fraîche. Il était vide, mais plein de potentiel. 2 chambres, 2 salles de bain, énuméra Carole. Branchement pour lave-linge et sèche-linge dans l'appartement. Accès à la piscine et à la salle de sport. Le loyer est de $1500 par mois. Jason entra dans le salon et jeta un coup d'œil autour de lui. C'est joli. Petit. Mais joli. Alors, tu achètes l'immeuble? Non, répondis-je, planté au milieu de la pièce vide. Je n'achète pas l'immeuble. Et je n'investis pas dans une flotte de camions. Je ne comprends pas, dit Vanessa. J'ouvris mon sac et sortis un chéquier. Je fis un chèque de $1500 et le tendis à Carole. C'est le loyer du 1er mois, dis-je à Carole. Comme convenu. Parfait, dit Carole. Et il me faudra le dépôt de garantie et le loyer du dernier mois demain midi pour finaliser le bail. Attends, dit Jason, une expression d'horreur naissante se peignant sur son visage. Maman. À qui est cet appartement? Je me suis tournée vers lui. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une paix profonde. Il est à toi, ai-je dit. Jason rit nerveusement. Quoi? Non. On vit chez toi. On a le contrat. Les 90 jours. Le contrat était basé sur ta situation financière désespérée, dis-je. Mais tu viens de me dire que puisque j'ai de l'argent, je devrais t'aider. Tu as dit, la famille s'entraide. Oui, s'exclama Jason. En investissant dans mon entreprise. En nous aidant à nous en sortir. Je vous aide, dis-je. Je paie votre 1er mois de loyer. C'est un cadeau de $1500. C'est incroyablement généreux. Mais tu as 2 millions, hurla Vanessa. Et tu nous laisses dans un appartement en location. Je vous donne votre indépendance, dis-je. Le bail est à vos noms. Vous avez 24 heures pour réunir la caution et le loyer du dernier mois. Ça fait $3000. On n'a pas $3000, cria Jason. Tu le sais bien. Alors tu ferais mieux de trouver ces boulots dont tu as parlé ce matin, dis-je froidement. Parce qu'à partir de maintenant, le contrat de 90 jours est caduc. Tu ne peux pas faire ça. Si. Dis-je. Article 5. Le propriétaire se réserve le droit de résilier le contrat si la situation financière du ménage change de manière significative. Et c'est justement le cas. Je me dirigeai vers la porte. Tu as jusqu'à midi demain, dis-je. Si tu ne récupères pas cet appartement, tu te retrouveras à la rue. Parce que je change les serrures de ma maison ce soir. Maman, hurla Jason en me poursuivant. Tu ne peux pas nous laisser ici. On n'a pas de voiture. Tu peux prendre le bus, dis-je. Ou tu peux marcher. Ça te donnera le temps de réfléchir à ton projet. Je sortis et descendis les escaliers, les laissant plantés dans l'appartement vide, hurlant dans mon dos. Je montai dans ma voiture et verrouillai les portières. Je ne suis pas partie immédiatement. Je suis restée assise un instant, les yeux rivés sur la fenêtre de l'appartement 204. Mon téléphone a vibré dans mon sac. C'était un SMS de Monsieur Sterling. Clara,
Information urgente. Je viens de recevoir un appel d'un contact au bureau du procureur. C'est au sujet de Vanessa. Je suis resté planté devant l'écran. La journée n'était pas terminée. Et le couperet allait tomber, plus dur qu'il ne pouvait l'imaginer. Assise au volant, moteur tournant, je fixais l'écran de mon téléphone jusqu'à ce que les mots se confondent. Mon cœur, qui commençait à peine à se calmer après la confrontation dans l'appartement, s'est remis à battre la chamade. Cette fois, ce n'était pas de la colère. C'était de la peur. Détournement de fonds. 50 000 $. Enquête criminelle. J'ai levé les yeux vers la fenêtre de l'appartement 204. Jason et Vanessa étaient encore là-haut, sans doute en train de se disputer sur mon comportement injuste. Ils étaient loin de se douter que leur monde ne faisait pas que s'écrouler. Il était déjà en flammes. Je ne pouvais pas les laisser là. Non pas que je voulais les sauver, mais parce que si la police débarquait chez moi à la recherche d'un fugitif, il fallait que je maîtrise la situation. J'ai klaxonné. Bip, bip, bip. J'ai maintenu le klaxon enfoncé pendant 5 bonnes secondes. Un instant plus tard, la tête de Jason est apparue à la fenêtre du 2e étage. Il avait l'air perdu. Je lui ai fait signe de descendre, d'un geste sec et urgent. 2 minutes plus tard, ils sont sortis en courant de l'immeuble. Ils semblaient soulagés. Ils pensaient que j'avais changé d'avis. Ils pensaient que maman revenait pour arranger les choses. Je savais que tu ne nous laisserais pas tomber, s'est exclamé Jason en attrapant la poignée de la porte. Oh, maman, c'était une blague cruelle. Nous laisser dans un appartement vide? Ils sont montés dans la voiture. Vanessa a poussé un soupir théâtral. Bon, rentrons à la maison et parlons-en calmement. De toute évidence, on ne peut pas garder cet endroit. Il faut se concentrer sur l'entreprise. Je n'ai pas démarré la voiture. Je me suis tourné vers eux. On ne rentre pas à la maison pour parler affaires, ai-je dit. Et je ne vous ai pas fait venir parce que j'ai changé d'avis concernant le loyer. Alors pourquoi sommes-nous ici? A demandé Vanessa en bouclant sa ceinture. Parce que mon avocat vient de m'envoyer un texto. Ai-je répondu. La police l'a contacté. Il vous recherche, Vanessa. Vanessa s'est figée. Sa main s'est arrêtée à mi-chemin de la bouche d'aération. Quoi? Pourquoi? Ils veulent vous poser des questions sur votre ancien travail, ai-je dit en l'observant attentivement. Plus précisément, ils veulent vous interroger sur les 50 000 $ qui ont disparu. Si le silence avait un son, c'eût été le silence assourdissant qui régnait dans la voiture. Jason s'est lentement tourné vers sa femme. Son visage exprimait la confusion. 50 000. Vanessa, de quoi parle-t-elle? Tu as dit que tu avais été licenciée pour avoir pris des fournitures de bureau. Tu as dit que c'était des stylos et du papier. Vanessa ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle avait l'air d'un poisson pris au piège. Ce n'était pas des stylos, n'est-ce pas? Insistai-je. Monsieur Sterling affirme qu'ils ont des preuves de fausses factures. De faux bons de commande. De l'argent détourné vers un compte qui n'appartenait pas à la société. Vanessa se mit à pleurer. Ce n'étaient pas les pleurs simulés et manipulateurs qu'elle poussait d'habitude. C'étaient les sanglots terrifiés de quelqu'un qui se sent piégé. Je ne voulais pas prendre autant. C'est juste, ça m'a échappé. Tu as volé 50 000 $, hurla Jason. Le son était si fort dans la petite voiture que je sursautai. Tu te moques de moi? Où est-il? Où est l'argent? Il a disparu, sanglota Vanessa. Je l'ai utilisé pour rembourser la première carte de crédit. Et puis j'ai acheté les sacs de marque et les voyages. Je pensais pouvoir le remettre en place avant qu'il ne s'en aperçoive. Oh mon Dieu! S'écria Jason en se prenant la tête entre les mains. Tu vas en prison. Tu vas vraiment aller en prison. Et tu risques de la rejoindre, dis-je à Jason. Jason releva brusquement la tête. Moi? Je n'ai rien volé. Je ne savais pas. Non, répondis-je. Mais la police enquête aussi sur une affaire de fraude aux allocations chômage. Jason pâlit. Monsieur Sterling m'a dit que vous touchiez des allocations chaque semaine depuis 6 mois, dis-je. À condition de chercher activement du travail. Mais apparemment, le Pôle emploi a fait un contrôle.
Ils ont découvert que tous les entretiens que vous avez déclarés sur vos formulaires étaient faux. Tout le monde fait ça, protesta Jason, la voix brisée. C'est juste une formalité. C'est une fraude, le corrigez-je. Et quand on ajoute à cela le détournement de fonds de votre femme, le tableau est très sombre. La police pense que vous deux formez une équipe de professionnels. Des escrocs. On n'est pas des arnaqueurs, hurla Jason. On est juste mauvais gestionnaires. Vous êtes des criminels, dis-je. Et en ce moment même, vous êtes des criminels qui vivent chez moi. C'est pour ça que tu nous mets à la porte, demanda Vanessa en reniflant. Parce que tu le savais. Je ne le savais pas jusqu'à il y a 5 minutes, dis-je. Mais maintenant que je le sais, ma décision est définitive. Je ne peux plus vous garder chez moi. Si la police vient vous arrêter, ils ne défonceront pas ma porte d'entrée. Ils viendront à votre appartement. Mais on ne peut pas avoir l'appartement, cria Jason. On n'a pas l'argent pour la caution. Maman, tu dois nous aider. S'il te plaît. Paye juste les $3000. Si on a un bail, on aura un toit. Sinon, et que les flics arrivent, on sera à la rue et menotté. Alors tu as un problème très sérieux à régler, dis-je calmement. Je démarrai et quittai le parking. Où est-ce qu'on va? Demanda Jason en s'essuyant le front. Je t'emmène à l'agence d'intérim, dis-je. Où ça? À l'agence pour l'emploi. Elle est sur la 4e rue. Ils ouvrent tôt, mais il reste tard pour les missions journalières. Des missions journalières, s'exclama Vanessa, stupéfaite. Genre, creuser des tranchées? Nettoyer des toilettes? N'importe quel boulot payé au noir, dis-je. Il te faut $3000 pour demain midi. Tu as exactement 24 heures. À ta place, je prendrai tous les créneaux disponibles. Je ne peux pas creuser des tranchées, protesta Jason. J'ai un diplôme universitaire. Ton diplôme ne t'empêchera pas d'aller en prison, rétorquai-je sèchement. Ta capacité à rembourser pourrait jouer en ta faveur. Et avoir une adresse légale pourrait t'aider auprès du juge. Si tu es sans domicile fixe et sans emploi, tu risques de prendre la fuite. Si tu as un emploi et un appartement, tu es un citoyen qui essaie de réparer ses torts. Jason se tut. Il comprit que j'avais raison. Et l'argent que tu as hérité? Tenta Vanessa une dernière fois, d'une voix faible et pathétique. Tu pourrais simplement faire un chèque pour le remboursement. Tu pourrais rembourser mon ancien patron. Et puis, les accusations seraient abandonnées. Je me suis arrêtée à un feu rouge et je l'ai regardé dans le rétroviseur. Je pourrais, ai-je admis. Je pourrais faire un chèque tout de suite et faire disparaître tous tes problèmes. Je pourrais rembourser les $50 000 volés. Je pourrais rembourser le chômage. Je pourrais t'acheter une maison. Alors pourquoi tu ne le fais pas? S'écria-t-elle. Pourquoi tu nous détestes? Je ne te déteste pas, dis-je doucement. Je t'aime. C'est pour ça que je ne le ferai pas. Ça n'a aucun sens. C'est parfaitement logique. Si je rembourse cette dette, que se passera-t-il l'année prochaine? Quand tu voleras à nouveau? Quand tu mentiras encore? Je ne serai pas là éternellement, Vanessa. Si tu n'apprends pas à assumer tes responsabilités maintenant, tant que les conséquences se limitent à la prison, tu ne survivras jamais à ma disparition. J'ai garé la voiture devant un immeuble délabré où figurait une enseigne, Quick Work Staffing. Quelques hommes fumaient des cigarettes dehors. Sortez, ai-je dit. Maman, s'il te plaît, a dit Jason. J'ai peur. Tant mieux, ai-je dit. Tu as raison d'avoir peur. La peur est un excellent moteur. Et si on n'arrive pas à gagner l'argent? A demandé Jason. Et si on travaille toute la nuit et qu'on n'a toujours pas les 3000? Alors l'appartement ira à la personne suivante sur la liste, ai-je dit. Et tu pourras dormir au refuge. Mais tu ne dormiras pas chez moi. On change les serrures ce soir. Ils sont restés assis là un long moment. Ils ont regardé l'agence d'intérim. Ils se sont regardés. Ils m'ont regardé. Finalement, Jason a ouvert la porte. Allez, Vanessa, a-t-il murmuré. Je porte des talons, s'est-elle plainte. Enlevez-les, lança Jason sèchement. Ils sortirent de la voiture.
Je les regardais s'avancer vers le bâtiment. Ils semblaient petits, abattus. Mais pour la première fois en 6 mois, ils marchaient de leurs propres pieds. J'attendis qu'ils entrent. Puis je démarrai et pris la route du retour. J'avais beaucoup à faire. Il fallait que j'appelle le serrurier. Il fallait que j'appelle Monsieur Sterling pour le tenir au courant. Et il fallait que je reste assise dans ma maison vide et silencieuse, à prier pour ne pas les avoir poussés du haut d'une falaise, mais au contraire, leur avoir appris à voler. Mais le plus dur n'était pas encore fait. Le plus dur serait demain midi, de voir s'ils se présentaient vraiment. Je rentrai chez moi en silence. En arrivant, l'atmosphère était différente. L'énergie négative avait disparu. La tension qui avait empli les couloirs pendant 6 mois s'était évaporée. J'entrai dans la cuisine. Les cuillères doseuses étaient toujours sur le plan de travail, là où je les avais laissées pendant l'audit. Je les ai ramassées et rangées dans le tiroir. Le bon tiroir. Je me suis préparé une tasse de thé. Mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'identifiant de l'appelant. C'était Jason. Mon pouce a hésité au-dessus du bouton pour répondre. J'avais une envie irrésistible de décrocher. De leur demander si tout allait bien. De lui dire que je leur enverrais l'argent. Laisse sonner, Clara, me suis-je dit. Laisse sonner. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et je l'ai regardé vibrer jusqu'à ce que l'écran devienne noir. J'ai siroté mon thé. Ce soir, ils travailleraient. Ce soir, ils transpireraient. Ce soir, ils ressentiraient le poids de leur choix. Et demain, eh bien, demain, nous verrions s'ils étaient prêts à devenir adultes. Le serrurier est arrivé à 18 heures. C'était un homme jovial nommé Dave qui fredonnait en travaillant. Il n'a pas demandé pourquoi une vieille dame changeait toutes les serrures extérieures de sa grande maison un mardi soir. Il a simplement percé, dévissé et remplacé. Quand il me tendit le nouveau trousseau de clés en laiton brillant, elles me parurent lourdes dans la paume. C'était comme une fatalité. Voilà, Madame Vance, dit Dave en s'essuyant les mains avec un chiffon. Personne ne rentrera sans ça. Vous êtes en sécurité maintenant? J'espère bien, répondis-je. Je verrouillai la porte derrière lui. Le bruit du verrou qui coulissait fut plus fort que d'habitude. Clac! La maison était scellée. Mon fils et sa femme étaient dehors, quelque part en ville, sans clé, sans voiture, sans filet de sécurité. Je ne dormis pas. Assise dans le salon, une simple lampe allumée, je regardais l'horloge. 21 heures. Était-il encore à l'agence? Avait-il été sélectionné pour un service? Minuit. Travaillait-il? Ou dormait-il sur un banc dans le parc, à me détester? 3 heures. Il commença à pleuvoir. Une bruine froide et maussade contre la vitre. J'ai resserré mon châle autour de mes épaules. Je me demandais s'ils avaient des manteaux. Ce fut la nuit la plus difficile de ma vie. Plus difficile encore que la nuit de la mort de Robert, d'une certaine manière. Quand Robert est mort, j'étais impuissante. Ce soir-là, c'était moi qui infligeais la douleur. C'était moi qui détenais la solution, le chéquier, les lits chauds et qui refusais de l'utiliser. Je vérifiais sans cesse mon téléphone. Plus d'appels. Plus de messages. Juste le silence. Le matin est arrivé lentement. La lumière grise filtrait à travers les rideaux, révélant une maison parfaitement propre et parfaitement vide. J'ai préparé du café. Je me suis assise à la table de la cuisine. L'échéance était midi. À 10 heures, j'ai commencé à faire les 100 pas. À 11 heures, je me suis arrêtée près de la fenêtre, à regarder l'allée. À 11h45, j'ai commencé à accepter qu'ils ne reviendraient pas. Ils avaient abandonné. Ils avaient fui pour échapper à la police. Je ne les reverrai plus jamais. Puis, à 11h52, un taxi s'arrêta au bord du trottoir. Ce n'était ni un Uber rutilant, ni un Lyft. C'était un vieux taxi jaune délabré. La portière arrière s'ouvrit. Jason en sortit. Je poussai un cri d'effroi. Il avait une mine affreuse. Son polo de marque était couvert de poussière grise et de traînées d'une substance sombre graisse au bout. Ses cheveux étaient plaqués sur son front. Il boitait. Vanessa sortit à son tour. Elle était encore plus mal en point. Elle portait une blouse médicale empruntée, de taille trop grande, tachée de javel et de crasse.
Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon négligé. Elle n'avait pas de talons. Elle portait des sabots en caoutchouc bon marché. Ils remontèrent lentement l'allée. Il ne regardait pas la maison avec arrogance. Il la contemplait comme une forteresse dont il n'avait plus le droit d'entrer. J'ouvris la porte d'entrée avant même qu'ils aient pu frapper. Je me plantai dans l'embrasure, bloquant le passage. « Vous êtes en retard, dis-je. Il est presque midi. » « On est arrivé, » croassa Jason d'une voix rauque. « On a réussi. »« Vous avez l'argent ?» demandai-je. 3000 $. En liquide. Jason regarda Vanessa. Elle hocha la tête. Jason plongea la main dans sa poche sale et en sortit une liasse de billets. Ce n'était pas une pile bien rangée de centaines. C'était un tas désordonné de billets de 20, de 10 et de 5. Il s'avança et me l'attendit. Je baissai les yeux sur l'argent. Je le comptai rapidement. « Ce n'est pas 3000 $, dis-je. C'est, peut-être 300. 340 $, corrigea Jason. C'est ce qu'on a gagné. Je t'avais dit que la caution était de 3000, dis-je en levant les yeux vers lui. Vous avez échoué. On sait, murmura Vanessa. Elle frissonnait. On a travaillé toute la nuit. Jason a trouvé un chantier de démolition. Il cassait du béton. Moi, j'ai fait un service à la blanchisserie industrielle de l'hôpital. C'est tout ce qu'ils nous ont payé. Du liquide, le jour même. Ce n'est pas assez, dis-je. Tu ne peux pas avoir l'appartement. On sait, répéta Jason. Il me regarda droit dans les yeux. Il n'avait pas l'air en colère. Il semblait épuisé, mais son regard était clair. On n'est pas venu te donner la caution, maman. On est venu te donner le loyer. Je fronçai les sourcils. Le loyer. Pour la chambre à l'étage, dit Jason. Si l'offre tient toujours. Je l'ai fixé du regard. Vous voulez revenir? Pas gratuitement, dit Vanessa en s'avançant. On n'a pas encore les moyens de se payer l'appartement. On le sait maintenant. On était dans l'illusion. Mais on a gagné cet argent. Honnêtement. On veut vous le donner comme acompte pour votre séjour. Juste un mois. Juste le temps qu'on puisse économiser pour la caution. On accepte le contrat, dit Jason. Tout. Les séances de thérapie. Le règlement. Le respect. Et la police. Je regardai Vanessa. La police. Elle prit une profonde inspiration. Je vais au commissariat cet après-midi. Je vais me rendre. Je vais leur dire que je veux établir un plan de remboursement. Monsieur Sterling, il avait raison. Si je m'enfuis, je suis une criminelle. Si j'assume mes responsabilités, j'ai peut-être un avenir. Et la fraude au chômage? Demandai-je à Jason. J'annule ma demande aujourd'hui, dit Jason. Et le chef de chantier m'a dit que si je reviens ce soir, il a du boulot. C'est payé 15 $ de l'heure. C'est nul. C'est dur. Mais c'est un boulot. Je regardais les billets froissés dans ma main. 340 $. Une somme dérisoire comparée aux millions qui dormaient sur mon compte. Mais c'était l'argent le plus précieux que j'ai jamais tenu entre mes mains. Parce qu'ils avaient versé leur sang pour ça. Ils avaient transpiré pour ça. Pour la première fois de leur vie, ils n'avaient pas utilisé de carte de crédit ni menti pour résoudre un problème. Ils avaient utilisé leurs mains. Tu as une mine affreuse, dis-je. Je me sens mal, admit Jason en se frottant le dos douloureux. Je crois que je me suis cassé un doigt. Et tu pues, dis-je à Vanessa. C'est l'eau de Javel et le vomi de l'hôpital, répondit-elle d'un ton neutre. J'ai dû laver les draps des urgences. Je regardais les nouvelles clés dans mon autre main. Les clés qui les enfermeraient à jamais. Je regardais mon fils. Ce n'était plus le garçon arrogant qui réclamait des steaks et des camions neufs la veille. C'était un homme qui avait travaillé 10 heures d'affilée à casser du béton pour payer le loyer de sa mère. Article 6, dis-je doucement. Quoi? Jason cligna des yeux. Le contrat, dis-je. J'ajoute un article 6. Il serait dire. L'article 6 stipule que les locataires doivent payer 5 cents $ de loyer par mois, dis-je. Cependant,
Le propriétaire, c'est-à-dire moi, s'engage à doubler chaque dollar que les locataires économisent pour leur futur appartement. Jason resta bouche bée. Vous doublerez nos économies. Si vous économisez 3000, dis-je, je vous donnerai 3000. Et vous aurez une belle réserve quand vous déménagerez. Mais vous devrez gagner la première moitié. Chaque centime. On le fera, dit Vanessa. Des larmes coulaient sur son visage sale. On le fera, Clara. Je te le promets. Et une dernière chose, dis-je en m'écartant et en ouvrant grand la porte. Quoi? Si tu mets de la boue sur mon tapis, dis-je d'un ton sévère, tu la nettoieras avec une brosse à dents. Jason laissa échapper un son entre rire et sanglots. Il franchit le seuil. Il ne courut pas vers le réfrigérateur. Il ne courut pas vers la télévision. Il s'arrêta dans le couloir et se tourna vers moi. Merci, dit-il. Et pour la première fois en 6 mois, il le pensait vraiment. Va prendre une douche, dis-je. Tu sens la chèvre. Ils montèrent péniblement les escaliers. J'écoutais leur pas lourd et fatigué. J'entendis la douche se mettre en marche. Je suis entré dans la cuisine et j'ai mis les $340 dans un bocal sur le comptoir. Je l'ai étiqueté, fonds d'avenir. Puis j'ai appelé Monsieur Sterling. Ils sont revenus, ai-je dit quand il a décroché. Ils ont apporté l'argent, a-t-il demandé. Ils en ont apporté assez, ai-je répondu. Préparez le Nouveau Testament, Monsieur Sterling. Mais soyez strict avec le fonds de fiducie. Ils ne sont pas encore tirés d'affaire. Compris, a-t-il dit. Et les questions juridiques. Vanessa se rend cet après-midi, ai-je dit. Je la conduirai. Elle aura besoin d'un bon avocat. Non pas pour la faire acquitter, mais pour l'aider à obtenir une juste restitution. Pouvez-vous me recommander quelqu'un? Je peux, a dit Sterling. Vous l'aider. Je ne paie pas sa dette, ai-je précisé. Mais je ferai en sorte qu'elle ait un procès équitable. Elle fait ce qu'il faut. Cela mérite d'être soutenu. J'ai raccroché. La maison était de nouveau silencieuse, mais pas vide. L'atmosphère était différente. On se serait cru dans un atelier, un lieu de réparation. J'ai regardé par la fenêtre le jardin. Les hortensias que j'avais achetées dépérissaient dans leur pot sur le porche. Il fallait que j'aille les planter. Ils avaient besoin de bonne terre, d'eau et d'un peu de taille pour pousser. Comme les gens. Je suis sortie pour jardiner, sachant que pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas la seule à fournir un effort physique. Les 90 jours suivants n'ont pas été une partie de plaisir. Pas de musique joyeuse en fond sonore pendant que nous frottions les sols en riant. C'était un travail de longue haleine. C'était silencieux, épuisant et bien réel. Vanessa est allée au commissariat cet après-midi-là. Je l'ai conduite. Je suis restée assise dans la salle d'attente pendant 3 heures pendant qu'elle me confiait tout. Elle est ressortie avec 10 ans de plus, le mascara coulant sur ses joues, mais sans menottes. Monsieur Sterling avait usé de son influence. Comme elle s'était rendue et qu'elle avait un plan détaillé pour rembourser chaque centime des $50 000, le juge lui avait accordé sa clémence. Pas de prison. Mais les conditions étaient strictes. 5 ans de mise à l'épreuve, 500 heures de travaux d'intérêt général et un versement mensuel de dédommagement qui grèverait considérablement son salaire pendant les 10 prochaines années. Elle accepta. Elle ne se plaignit pas. Elle n'en voulut pas à son ancien patron. Elle hocha simplement la tête et dit « Je rembourserai ». La vie à la maison reprit son cours normal. Jason conserva son emploi dans l'équipe de démolition pendant 3 semaines. Il rentrait chaque soir couvert de poussière, trop épuisé pour discuter, trop épuisé pour élaborer des plans. Puis, il trouva une offre d'emploi de commis de magasin dans une quincaillerie du coin. C'était moins bien payé que le travail sur les chantiers, mais c'était stable et il y avait des avantages sociaux. Il postula. Cette fois, il ne mentit pas sur son CV. Il dit au responsable qu'il prenait un nouveau départ. Il obtint le poste. Chaque vendredi, ils venaient me voir avec leur chèque de paie. On s'asseyait à la table de la cuisine, celle-là même où ils m'avaient réclamé des millions, et on se partageait l'argent. Loyer, $500. Remboursement, $400. Économie pour l'appartement, $600.
Le reste servait à payer la nourriture et l'essence. Ils ont arrêté d'acheter des cafés hors de prix. Ils ont arrêté de parler de vacances à Hawaï. Ils ont commencé à utiliser des coupons de réduction. Ils ont commencé à préparer des sandwichs au jambon pour le déjeuner. Je les ai vus changer. Ce n'était pas seulement leurs habitudes de consommation, c'était aussi leur attitude. Jason se tenait plus droit. Il ne traînait plus les pieds, à attendre l'aumône. Il avait la dignité tranquille d'un homme qui subvient à ses besoins. Vanessa a arrêté de porter des vêtements de marque contrefaits. Elle portait de simples jeans et des t-shirts. Elle a commencé à m'aider au jardin, non pas par obligation, mais parce que, disait-elle, l'air frais l'aidait à réfléchir. La tirelire, fond d'avenir, sur le comptoir se remplissait lentement. Dollar après dollar. Et à chaque fois qu'il donnait de l'argent, j'en donnais autant, comme promis. 6 mois passèrent en un clin d'œil. Un soir, Jason rentra avec une bouteille de cidre pétillant du genre bon marché, à 5 dollars la bouteille. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demandai-je en levant les yeux de mon livre. « J'ai eu une promotion », s'exclama Jason, rayonnant. « Assistant gérant. Ils apprécient ma façon de gérer les stocks. Ça me donne une augmentation de 2 dollars. C'est formidable, dis-je. Je suis fier de toi. Et, ajouta Vanessa en sortant une lettre de sa poche. J'ai terminé mes 100 premières heures de bénévolat. Le responsable de la banque alimentaire a dit que j'étais doué pour la logistique. Il veut m'embaucher à temps partiel pour gérer l'entrepôt. C'est mieux payé que le SMIC. Nous avons bu le cidre au salon. Il était meilleur que n'importe quel champagne que j'avais jamais goûté. On a fait le calcul, dit Jason en posant son verre. Avec tes dons, on a assez. De quoi? Demandai-je, même si je le savais déjà. La caution, dit-il. Et le premier mois. Et quelques meubles. On est prêt à déménager, maman. Pour de bon, cette fois. Mon cœur s'est serré un peu. Je m'étais habitué à leur présence, enfin, à leur nouvelle version. Mais je savais que le moment était venu. On n'apprend pas à voler en restant éternellement au nid. Les 90 jours sont écoulés, ai-je acquiescé. Tu as tenu parole. Ils ont déménagé le week-end suivant. Je ne leur ai pas acheté de maison. Je n'ai pas payé leur loyer pendant 1 an. Je ne leur ai pas acheté de voiture. Ils ont trouvé un petit appartement d'une chambre de l'autre côté de la ville. Ce n'était pas le luxueux appartement avec piscine que nous avions visité auparavant. Il était plus ancien. La moquette était un peu usée. La cuisine était minuscule. Mais lorsque je suis allé leur rendre visite pour leur pendaison de crémaillère, l'appartement était impeccable. Ils avaient acheté un canapé d'occasion dans une brocante. Il y avait des photos encadrées au mur. Ce n'est pas grand-chose, a dit Jason en regardant autour de lui. Mais c'est chez nous. On le paie. Personne ne peut nous mettre à la porte tant qu'on paie le loyer. C'est magnifique, dis-je. Et je le pensais vraiment. Je leur tendis une carte. À l'intérieur, il y avait un chèque de 5000 dollars. Maman, dit Vanessa en essayant de me le rendre. On ne peut pas accepter ça. Tu en as déjà assez fait. Prenez-le, dis-je. Ce n'est pas de la charité. C'est le fonds de fiducie. Le quoi? Je vous avais dit que je ne gardais pas tout l'héritage, expliquai-je. J'en ai placé la plus grande partie dans une fiducie protégée pour les études de mes futurs petits-enfants. Mais j'ai mis de côté une petite somme pour vous deux. Elle ne sera débloquée que lorsque vous aurez prouvé votre stabilité financière. On est stable, sourit Jason en serrant la main de Vanessa. Vous l'êtes, acquiescez-je. Mettez cet argent de côté pour les urgences. N'y touchez pas, sauf en cas d'urgence ou d'explosion de voiture. On le fera, promirent-ils. 3 ans se sont écoulés depuis la guerre des cuillères doseuses. L'argent de l'entrepôt, ma grosse aubaine, est bien investi. Je voyage un peu. J'ai rénové la cuisine, et oui, les tiroirs sont rangés exactement comme je le voulais. Mais la véritable épreuve de mon investissement a eu lieu le mois dernier. J'étais dans le jardin, en train de tailler les rosiers, quand j'ai ressenti une vive douleur à la poitrine. J'ai eu le vertige. Le monde s'est mis à tourner et je me suis effondré dans la poussière. Je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital.
La lumière était trop forte et un bip retentissait à côté de ma tête. Ma vision s'est éclaircie et j'ai vu 2 visages penchés sur moi. Maman! La voix de Jason était chargée d'inquiétude. Il me tenait la main si fort que j'ai cru qu'il allait me l'écraser. Maman, tu m'entends? Je suis là, ai-je murmuré. Ma gorge était sèche. Dieu merci, a soufflé Vanessa. Elle se tenait de l'autre côté du lit. Elle avait l'air épuisée, comme si elle avait couru un marathon pour arriver jusque-là. Que s'est-il passé? J'ai demandé. Ton voisin t'a vu tomber, expliqua Jason. Ils ont appelé l'ambulance. Ils m'ont appelé au travail. J'ai tout laissé tomber. J'ai laissé le magasin ouvert, je m'en fiche. Je suis juste venue directement ici. J'ai apporté de la soupe, dit Vanessa en brandissant un thermos. C'est fait maison. Poulet et riz. Je sais que tu détestes la nourriture de l'hôpital. Je les ai regardés. Il y a 3 ans, si je m'étais effondrée, leur première pensée aurait peut-être été pour l'héritage. Ils se seraient peut-être demandé combien d'argent ils allaient recevoir. Ils auraient peut-être vu ma mort comme une aubaine. Mais en les regardant dans les yeux maintenant, je n'ai vu ni avidité, ni calcul. J'ai vu de la peur. J'ai vu de l'amour. Jason ne pensait pas à mon compte en banque. Il pensait à sa mère. Vanessa ne pensait pas à un nouveau camion. Elle pensait à s'assurer que j'avais une soupe chaude. Ils avaient leur propre vie maintenant. Jason gérait la quincaillerie. Vanessa avait gravi les échelons jusqu'à un poste administratif à la banque alimentaire et avait 2 ans d'avance sur ses remboursements. Ils conduisaient une Honda d'occasion dont ils étaient propriétaires. C'étaient des adultes honnêtes, fatigués mais travailleurs. Et c'étaient mes enfants. Je vais bien, dis-je en serrant la main de Jason. Je ne pars pas encore. Tu as intérêt, rit Jason en essuyant une larme. Il faut encore que tu m'apprennes à faire ces crêpes aux myrtilles. J'ai essayé la semaine dernière et je les ai brûlées. Je souris. La douleur dans ma poitrine s'était un peu atténuée. On me demande parfois pourquoi j'ai été si dur avec eux. Pourquoi je ne leur ai pas simplement donné l'argent. Pourquoi j'ai risqué de perdre leur amour en les expulsant. Ils ne comprennent pas. Si je leur avais donné l'argent, je les aurais perdus à jamais. L'argent les aurait rongés. Il les aurait transformés en monstres attendant ma mort. En fermant la porte, je les ai forcés à trouver leurs propres clés. En refusant de les porter, je les ai forcés à marcher. Le meilleur héritage que je pouvais leur laisser, ce n'était pas les 2 millions de dollars. C'était la capacité de vivre sans. Je regardais Vanessa verser la soupe dans un gobelet en plastique. Je regardais Jason ajuster mon oreiller. Merci, dis-je. Pourquoi? Demanda Jason. Pour nous avoir permis de grandir, dis-je. Il m'embrassa le front. Merci de nous avoir donné la vie. Voilà mon histoire. Je suis de retour chez moi. Le jardin est en fleurs. La cuisine est calme. Mais dimanche, Jason et Vanessa viennent dîner. Ils apportent tout. Ils vont cuisiner pour moi. Et je me demande si, en vérifiant les cuillères doseuses après leur départ, elles ne seront pas rangées dans le mauvais tiroir. Mais vous savez quoi? Je crois que je peux vivre avec ça. Merci d'avoir lu mon histoire. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire, les auriez-vous mis à la porte ou auriez-vous payé l'addition? Je lis tous les commentaires. À la prochaine, prenez soin de vous et souvenez-vous. Parfois, la fermeté est la seule forme d'amour qui fonctionne.